Fidèles aux termes, les Romains des bains publics. Dans notre imaginaire, parmi tous les incontournables de l'Antiquité romaine se trouvent les thermes, ces établissements de bains publics, parfois grandioses, où nous croisons différents bassins d'eau froide, d'eau chaude, parfois tiède, mais aussi avec toutes ces salles annexes où il est possible de lire, de pratiquer des activités sportives ou tout simplement de se promener, de discuter. Évoquer les termes, c'est partir vers un pays lointain. Ici, je reprends le titre du très bel ouvrage stimulant de Maurice Sartre et Jean-Noël Jeannet, Vers un pays lointain, dialogue sur l'Antiquité, car le fait que les bains aient disparu un tantinet de nos civilisations, c'est peut-être cela l'anomalie. Alors aujourd'hui, avec ou sans toge, nous barbotons, nous dialoguons vers un pays lointain. C'est que les thermes étaient beaucoup plus que des établissements de bains, qu'ils ont connu un succès éclatant, exercé une attraction irrésistible vers un mode de vie typiquement romain et dispensé aux masses le meilleur bienfait de la civilisation impériale. En Gaule, des thermes s'élèvent non seulement dans les villes, mais aussi en de grands carrefours campagnards, à côté d'un temple, lieu de pèlerinage, d'un théâtre ou d'un amphithéâtre. Et l'on comprend par là qu'ils ont été un puissant élément de romanisation, car les foules des campagnes se réunissaient dans leurs murs pour y goûter ce que les mœurs romaines avaient de meilleur dans le domaine du confort, de l'hygiène et de l'art. En 1953, dans l'émission Heures de culture française, Paul-Marie Duval, qui était directeur d'études à l'école des hautes études et qui a fouillé les termes de Cluny, évoque cette romanisation par les termes. Bonjour Maurice Sartre. Bonjour. Vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Oui, romanisation, c'est aussi en même temps hellénisation. Ah, ça, parce c'est qu'une intéressant. partie des termes est quand même... Le mot terme, je vous signale, c'est un mot grec. C'est pas spécialement un terme romain. Voilà, les Romains n'ont pas inventé les termes, c'est la question que je voulais vous poser. Qui les a inventés ? Oh, qui les a inventés, sans doute, au fil du temps, beaucoup de gens qui ont contribué. Mais il existe déjà des établissements de bains dans le monde grec. Puis ça se développe à Rome aussi, mais relativement plus tard. Les premiers termes qu'on connaît vraiment, c'est l'extrême fin du IIIe siècle, début du IIe. Je pense au bain de Stabie à Pompéi, par exemple. Mais le problème, c'est qu'il faudrait dissocier deux choses. D'une part, l'aspect bain, purement balnéaire, c'est-à-dire l'hygiène, ce que vient de dire Duval, et puis d'autre part, l'établissement des termes, quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste, mais parfois tout petit aussi, mais avec d'autres choses que l'aspect balnéaire, hygiénique, on va dire. Oui, parce que cette histoire-là, c'est une histoire qui nous conduit dans l'Antiquité romaine, nous venons de le dire, mais surtout sur une histoire beaucoup plus large. Pour comprendre l'origine de cette pratique, le bain collectif. Bonjour Thibaut Fournet. Bonjour. Vous êtes architecte, ingénieur de recherche au CNRS, avec cette réflexion sur d'où viennent ces bains collectifs. Alors, on peut remonter à la Grèce antique déjà ? Ah, on y remonte sans problème. Et d'ailleurs, à la Grèce antique, mais aussi à l'ensemble du monde hellénistique. C'est ça qui est intéressant. Les premiers bains vraiment publics, édifices dédiés à la pratique collective du bain, les premières traces qu'on en a, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes en particulier. Mais après, dès le 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, ça va se diffuser dans l'ensemble de la Méditerranée. On en retrouve en Sicile énormément, jusqu'à Marseille. On en retrouve en Grèce, bien sûr, mais aussi en Égypte. Et ça, c'est peut-être une des découvertes des derniers travaux qu'on a pu mener sur ce sujet thermal grec. C'est l'importance du phénomène balnéaire collectif en Égypte ptolémaïque. Au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, le pays va se couvrir d'édifices balnéaires qui vont connaître un succès incroyable et largement sous-estimé jusqu'aux travaux des 10 dernières années. Plus de la moitié maintenant du corpus des bains de type grec hellénistique se trouve en Égypte. Alors c'est un corpus qui est relativement limité. On a à peu près 70 édifices conservés pour ces périodes pré-romaines, on va dire, en tout cas avant que le bain romain ne se développe réellement. Mais 70, c'est en fait énorme pour des vestiges qui sont souvent relativement modestes, des bâtiments beaucoup plus petits que ce que les thermes romains vont développer en surface, et qui souvent ont été remplacés par des bains romains. Et c'est vrai que le bain grec souffre de cette ombre écrasante des thermes romains qui occupent un petit peu tout le paysage et tout l'imaginaire du bain dans l'Antiquité. Maurice Sartre, quand vous évoquez ces termes à Pompéi, donc 3e, 2e siècle avant notre ère, en fait, c'est cette continuité de ce qu'il y avait déjà dans le monde grec. Mais il faut rappeler, le monde grec, c'est pas simplement la Grèce, il y a des colonies Bien partout. entendu, d'autant plus que Pompéi, c'est, j'allais dire, à la limite du monde grec, puisque l'Italie du Sud, faut quand même rappeler que c'est aussi une région du monde grec.
d'abord. Donc, je souscris évidemment complètement à ce que vient de dire Thibaut Fournet. Avec quand même une différence que vous soulignez entre la représentation que nous avons, par ces termes, mais qui nous écrase. Caracalla, j'étais à côté de Rome, c'est un bâtiment sensationnel, gigantesque. Et ce qui pouvait se pratiquer chez les Grecs dans les bains collectifs, c'est beaucoup plus modeste. C'est beaucoup plus modeste. Et en fait, c'est modeste comme le sont en fait la majorité des édifices thermaux, même à l'époque romaine. On est, même à l'époque romaine, écrasé par la masse des thermes impériaux, Caracalla, Dioclétien, Trajan, qui cachent un petit peu la masse thermale, comme Yvon Tébert pouvait l'appeler, qui correspond à 95% des édifices, qui eux sont beaucoup plus modestes, qu'on trouve dans les quartiers, qu'on trouve dans les villages. Et l'autre chose que masquent un petit peu ces grandes machines impériales, c'est l'aspect technologique, l'aspect chauffage, où là on a une véritable continuité depuis les pratiques grecques, hellénistiques et romaines. Les premiers bains tardo-républicains, on va dire, qu'ils soient à Pompéi ou à Frégel, sont en fait les héritiers directs. On a vraiment des édifices quasiment tous les 50 ans qui permettent de suivre l'évolution des techniques de chauffage. Les Romains n'ont pas inventé l'eau chaude. On a vraiment une pratique du bain chaud avec des dispositifs dédiés à la préparation de l'eau chaude, à sa circulation, à l'évacuation, qui sont bien antérieurs à ce que les Romains vont développer à une échelle méditerranéenne et impériale. Mais c'est vraiment un phénomène continu. Oui, parce que Maurice Sarr parlait des termes, ce n'est pas simplement parler du bâtiment, il faut faire venir l'eau, il faut la chauffer. C'est toute une infrastructure. C'est une infrastructure lourde, mais je crois qu'il faut donner quelques chiffres pour prendre conscience de la banalité presque des termes. Et des dimensions. Vous parliez des termes de Caracalla, 11 hectares. 11 hectares. Ce Dioclétien, je crois que c'est 18, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe sur Dioclétien, mais c'est un peu plus encore que ceux de Caracalla. Vous imaginez bien que, comme à Rome, au IVe siècle, on sait précisément, il y a 856 établissements de bains. Heureusement qu'ils font pas tous 11 hectares, sinon ça couvrirait l'Italie. Donc, c'est pour dire que on a tous les modèles. On a des tout petits établissements de bain. Je dirais un peu comme aujourd'hui des hammams dans les villes, même si ils ont tendance à disparaître, mais c'est un autre problème. C'est-à-dire des choses qui sont presque invisibles, qui s'ouvrent sur la rue par une simple porte. Et puis derrière, il y a un établissement avec quelques salles, etc. Et puis, il y a ces monuments colossaux. Alors, on a tendance à beaucoup prêter attention au terme de Caracalla ou Dioclétien, mais dans toutes les villes, et là où Duval avait raison tout à l'heure, dans beaucoup de villages, il y a aussi des termes. C'est un de ces grands monuments emblématiques de la civilisation, on va dire gréco-romaine, pour fâcher personne, mais qui n'est pas typiquement urbain. C'est aussi un monument rural. On trouve des thermes dans des petits villages en Syrie comme en Gaule. Avec même pour une villa perdue au milieu de la campagne, la possibilité que cette villa soit équipée de thermes. Alors c'est encore autre chose, c'est qu'il y a aussi, il faut pas l'oublier, à côté des termes publics ouverts au public, il y a des termes privés. Il y a qui sont parfois aussi ouverts au public. C'est un petit peu plus compliqué. Et il y a tendance vers la fin de l'Antiquité à ce que de plus en plus de maisons aisées s'équipent de petits thermes ou en tout cas de salles de bain. Avec vraiment une typologie à mettre en place, on le voit bien, des termes privés liés à une villa, qui peut accueillir quelques visiteurs quand même parce que ça fait bien, jusqu'aux termes impériaux, que c'est absolument sensationnel. C'est vrai que là, quand on écrit Thibaut Fournet cette histoire-là, il faut déjà constituer le corpus, mais ce corpus est très divers par la forme et par la géographie. Oui, exactement. Et c'est là que le travail des architectes est important. On travaille vraiment par typologie de monuments. Il y a quelques standards. Il y a un plan canonique, on va dire, avec ce que vous évoquiez en introduction, une gradation de la température, des salles froides vers les salles chaudes et le retour. Mais ces quelques règles simples qui correspondent à la pratique du bain en elle-même se déclinent dans une multitude de bains. Et quelque part, on peut dire qu'ils sont tous pareils, mais tous différents. Dans chacun
chacun de ces bains, on a les mêmes possibilités de passer du froid au tiède, au chaud, de se laver, de se détendre, mais selon des plans qui ont une richesse et une inventivité incroyable, avec des plans qui sont de plus en plus raffinés, de plus en plus complexes, et aussi des possibilités annexes. On se baigne un petit peu à la carte. Quand on entre dans le bain, il n'y a pas des flèches qui nous invitent à suivre un itinéraire unique. Il y a souvent des raccourcis qui permettent, pour les sportifs par exemple, de ne pas passer par la salle tiède puisqu'ils sont déjà échauffés et d'entrer directement dans les salles chaudes. Pour d'autres, de chanter la sortie, enfin de faire vraiment un bain à la carte. Et plus les édifices sont grands, plus ces possibilités sont larges. Et avec toutes les activités annexes au bain en lui-même dont vous parliez. Et c'est un petit peu ce qui est important de dire, c'est que dès l'époque hellénistique et principalement à l'époque romaine, les bains offrent deux fonctions principales, le bain de propreté et le bain de délassement. Et à ce bain de délassement sont associés un nombre d'activités incroyables. Et avec le temps, le bain de propreté en lui-même devient presque annexe. C'est un peu le prétexte pour venir s'amuser, faire plein d'autres choses et rencontrer du monde. C'est quoi le minimum qu'il faut pour avoir des thermes efficaces ? Faut un bassin d'eau froide, un bassin d'eau chaude ? C'est difficile à dire. Je ne crois pas qu'il y ait de termes où il y ait qu'un bassin d'eau froide, un bassin d'eau chaude. C'est des petits termes en tout cas. C'est vraiment minimum. Mais la plupart des termes comportent d'autres salles. Quand même, une natatio, ce qu'on appellerait tout bêtement une piscine, c'est-à-dire un endroit pour nager. Mais les thermes sont pas nécessairement l'endroit où on va pour nager. Donc, et puis, dès que les thermes se développent un petit peu, il y a plein de salles annexes. Il y a des salles, bien sûr, il y a toujours un vestiaire aussi, pas l'oublier. Puisque, en général, on arrive, on se déshabille et on rentre dans les thermes. Donc, il y a des salles annexes. Il peut y avoir des bibliothèques, des salles de conférences, des salles pour discuter, tout simplement. Mais on discute aussi au vestiaire. Je rejoins tout à fait ce que disait Thibaut tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun fait un peu ce qu'il veut. On passe du temps au terme. On vient pas uniquement pour s'y laver, parce que on y reste 1 heure, 2 heures. Un petit peu plus si on veut, mais en moyenne, on pense que les gens restent à peu près 2 heures. Donc en 2 heures, en général, on a le temps de faire autre chose que simplement se décrasser. On vient pas là que pour ça. Oui, c'est ça, parce qu'un bain tout simple, ça prend quand même un peu moins de 2 heures. Oui, même si on va dans les détails, mais quand même. Eh bien aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous partons au terme. Le site lui-même était certainement fort étendu, bien que là, il reste encore à fouiller pour se faire une idée précise de ce que c'est ce site. Nous avons ici conservé ce que j'appellerais des niveaux. Le niveau le plus bas étant le réseau d'aqueducs et d'égouts, avec un autre niveau qui lui est légèrement supérieur, qui est celui des salles obscures et voûtées, et puis un niveau également supérieur, qui est la salle de service avec les chaufferies, les soutes à charbon et tout ce que cela concernait, et puis à l'étage supérieur, les salles à l'usage de ce que j'ai appelé les pèlerins curistes. À cette époque, on a l'impression qu'il y a eu vraiment un programme d'action culturelle qui a abouti à établir des sortes de lieux de rassemblement pour des gens qui jusque-là n'avaient pas de contact avec ce qui était l'essentiel de la culture et de la civilisation romaine, c'est-à-dire la vie urbaine, la vie citadine. Et c'est pour cette raison qu'on a doté ces ensembles de monuments qui sont des monuments typiquement urbains, des théâtres qui font aussi fonction d'amphithéâtre, ce sont des monuments mixtes, et puis des établissements de bains. Parce que d'un côté les spectacles, de notre côté les bains, nous avons là les éléments essentiels de ce qu'on appelle l'art social, c'est-à-dire de ce qui représente en partie l'idéal des gens de l'Antiquité. Les thermes de Chassenon, nous sommes dans le département de la Charente. Une présentation en 1980 où on croise Jean-Henri Moreau qui a été responsable des fouilles de ce lieu de 1958 à 1988. Ici, c'est une synthèse presque dans ces termes de la civilisation romaine, où il y a tout. Il y a le spectacle, vous nous l'avez dit Maurice Sartre, on va trouver la bibliothèque et puis surtout ce mot de lieu de rassemblement. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y rendre ? Oui. En principe, tout le monde a accès, alors, à une exception près, les esclaves. Les esclaves, normalement, ne vont pas au terme, sauf pour accompagner des gens aisés et garder leurs vêtements.
Donc ça, on sait que ça existe. Mais c'est une règle qui est héritée en réalité du gymnase grec, qui était interdit également aux esclaves, aux prostituées, aux gens qui avaient été condamnés pour telle ou telle raison, les débiteurs de l'État, etc. Bon, là on a des règles, puisqu'on a une loi gymnasiarchique de 167 avant qui précise beaucoup de choses. Mais revenons aux termes. Les termes, normalement, sont ouverts à tout le monde. C'est un lieu, effectivement, de mixité sociale. Et d'une mixité sociale, j'allais dire, poussée à son comble. Puisque les baigneurs sont nus. Ah oui, bah oui, donc la différence ne peut plus se montrer par le vêtement. Il n'y a plus de moyen de se distinguer, en quelque sorte. Le rang social des individus n'est plus perceptible. Alors certains trichent, si j'ose dire. Par exemple, en se faisant accompagner d'une foule d'amis. Si vous voyez un monsieur qui est accompagné par une douzaine de personnes qui bavardent et se penchent vers lui de manière un petit peu ostentatoire, c'est sûrement quelqu'un important. Bon, ce que dit un endroit, je crois que c'est Juvénal, oui, qui dit un tel, lorsqu'il vient au bain, il transporte avec lui une énorme corne de rhinocéros, et puis après, alors il s'est emmené au forum en litière avec des douzaines d'esclaves qui portent sa litière. Donc il y a un moyen, la nudité d'une certaine manière est un facteur de mixité sociale, malgré tout, et c'est vécu comme cela. Symboliquement, c'est très fort parce que oui, il n'y a pas d'esclaves au sens où ils ne vont pas se baigner, mais enfin, ils sont physiquement présents parce qu'ils accompagnent les riches. Voilà, exactement. Ils font même partie quelque part des accessoires du bain. Oui. Et ça, c'est très clair. Les gens, même s'ils sont nus, viennent avec un nécessaire de bain. Qui comprend un strigil, des arrivales remplies d'huile, de savon, des serviettes, et un esclave qui va appliquer l'huile, les aider à se gratter, leur passer les ustensiles, garder le vestiaire, effectivement. On peut venir avec plusieurs esclaves. Et donc je pense que le statut social, même s'il est masqué par la nudité, reste transparent par le comportement et l'équipement du baigneur. Oui, parce que il y a une manière d'être, de poser son corps, mais la nudité, c'est très lourd de sens au moment de réfléchir à la mixité. Mais est-ce qu'on éprouve un plaisir particulier à nager comme cela ? Ah, il est certain que tant que l'on n'a pas essayé, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais je dirais, comme beaucoup de slogans, l'essayer, c'est l'adopter. Lorsque l'on a nagé une fois nu, on n'a vraiment plus envie de remettre un vêtement. Et sur le plan technique, il paraît que ça présente des avantages. Je pense qu'il est exact que de nager nu permet de meilleures performances. Vraisemblablement, c'est un problème de masse. Et vous pensez un jour introduire cette discipline aux Jeux Olympiques ? Eh bien, nous n'avons pas, évidemment, la prétention d'organiser des Olympiades naturistes du même niveau que les Jeux Olympiques actuels, mais néanmoins, cela permettrait à ceux qui ne connaissent pas le naturisme de mieux le connaître, justement. Ouais. Il ne faut pas demander la Lune, quoi. Il ne faut pas demander la Lune. La natation naturiste présentée en 2010 dans l'émission Les Insolites du Sport. Maurice Sartre, vous êtes professeur émérite à l'université de Tours et spécialiste de cette antiquité à la fois grecque et romaine. La nudité grecque est souvent présentée avec les gymnastes. Y a-t-il une différence dans les termes chez les Romains sur la nudité? C'est la même nudité ? Oui, la nudité est la même. C'est vrai qu'à Rome, il y a eu des réticences face à la nudité qui a été imposée effectivement par les Grecs. Mais il ne faut pas oublier que au IIIe, IIe siècle avant, Rome est totalement imbibée de culture grecque, ce qui fâche un certain nombre de Romains, c'est vrai. Mais malgré tout, ça a été adopté. D'une manière générale, les résistances à la nudité dans le monde grec sont peu marquées, on les voit peu, probablement au Proche-Orient. Il y a une chose qui a beaucoup frappé depuis longtemps, c'est que deux grandes villes du Proche-Orient, Palmyre et Pétra, sont parmi les seuls qui n'ont jamais organisé de concours à la grecque. Parce que la nudité, elle est pratiquée au bain comme au gymnase, mais elle n'y est pas obligatoire. Or, dans les concours, au contraire, la nudité est obligatoire. Donc, on pouvait, dans le fond, aller au terme et mettre un pagne, si on veut. Ça ferait rire peut-être beaucoup de gens, mais c'est pas absolument interdit. Alors que vous ne pouvez pas courir au stade dans des concours avec un pagne. Donc, peut-être que ça marque, de la part des gens de Palmyre et de Pétra, une sorte de réticence à l'égard de cette pratique de la nudité, dont les Grecs ont fait un signe distinctif, un marqueur de civilisation. Nous, Grecs, on
on se met nu parce que on doit avoir un teint hâlé, et on se moque des barbares qui sont blancs parce que eux ne s'exposent pas au soleil. Et c'est ça, et puis ce corps travaillé, le beau corps. Voilà. Et ce qui est intéressant sur cette nudité, c'est que la pratique du bain collectif, elle va aller bien au-delà de l'antiquité romaine, païenne, et de ce culte du corps aussi qu'on a dans le monde gréco-romain, et va se heurter au monothéisme. Et en particulier à l'époque byzantine, paléochrétienne, quand l'Empire devient chrétien, la réaction par rapport au bain est très intéressante. Les pères de l'Église vont s'insurger contre une pratique qui invite à la promiscuité des corps nus dans de l'eau chaude, à la lascivité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce discours très moralisateur va pas forcément avoir de conséquences directes sur les pratiques. Le bain va rester très populaire et ne va évoluer que très lentement suite à ces injonctions. Et en fait, ce sont des injonctions moralisatrices qu'on a déjà dès l'Antiquité. Des mêmes Aristophane qui se plaint des jeunes Grecs qui maintenant se baignent dans l'eau chaude et s'amollissent, qu'on va retrouver tout au long de l'Antiquité romaine, les anciens se plaignant des jeunes qui ne savent plus se baigner à l'eau froide et traînent dans les baignoires chaudes, qu'on retrouve avec les pères de l'Église au début de l'époque chrétienne, qu'on va retrouver dans l'islam par rapport au hammam. Et ça, c'est très intéressant. Tous les penseurs de l'islam vont présenter le bain comme l'antre du démon. Donc on voit que cet imaginaire de lieu de perdition, de lieu de nudité, de promiscuité, de tous les possibles, va vraiment être une sorte de fil conducteur tout au long de l'histoire plurimillénaire du bain public. Et nous évoquons beaucoup les hommes dans ces termes. Qu'en est-il des femmes ? Alors, il y a des femmes... pour d'abord rebondir peut-être sur ce que vient de dire Thibault, cette idée effectivement que le bain est un lieu de perdition traîne absolument partout. Et c'est pas simplement en effet les pères de l'Église. Aristophane déjà fait dire dans une de ses pièces au jeune homme qui suivrait le raisonnement juste, au moins tu ne traîneras pas dans les maisons de bain. Donc c'est pour dire que on y rencontre en général, maisons de bain associées, disons-le, au bordel. Voilà, tout simplement. Et puis, on a Martial, par exemple, qui se moque d'un de ses amis ou de ses connaissances en disant, dans le fond, t'invites jamais personne à dîner, sauf les gens que tu rencontres au bain. Ah, j'ai compris pourquoi tu ne m'as jamais invité. C'est que je ne t'ai pas plu quand tu m'as vu nu. Donc, il y a bien cette idée que la nudité, c'est quand même aussi une invitation sexuelle, on va dire, pour faire court. Pour ce qui est des femmes, bien sûr, les femmes vont aussi au terme. On a par exemple une description d'une femme qui va au bain en pleine nuit. D'ailleurs, à Rome, c'est dans Juvénal, si j'ai bonne mémoire, et quand elle rentre, elle est toute fatiguée tellement elle a sué, et elle boit des litres et des litres de vin, elle finit sur la table, enfin, bon, peu importe. Alors, les femmes et les hommes sont séparés en principe. On pense qu'il y a quand même parfois des parties mixtes, mais où là, les uns et les autres sont plus ou moins couverts. Ce qui fait dire ça, c'est d'une part qu'il y a des installations, mais ça Thibault en parlerait mieux que moi, on dira là-dessus, mais aussi par exemple le texte de Juvénal qui nous parle d'une femme qui est allée au terme avec son mari, mais alors en cure thermale, parce qu'il y a aussi l'aspect thermalisme médical qui existe dans l'Antiquité. Et c'est une famille extrêmement austère, très chaste, et elle tombe amoureuse d'un beau jeune homme qu'elle a vu au terme. Et comme termine Martial dit arrivée Pénélope, elle repartit Hélène, parce qu'elle est partie avec le jeune homme. Donc c'est pour dire que le bain est bien associé quand même à des pratiques amoureuses. Et sur la construction même du bâtiment, de ces termes, est-ce qu'on peut retrouver des distinctions hommes-femmes ? Alors c'est... Disons qu'effectivement, par l'archéologie, dans les bains qu'on fouille, de nombreux exemples, que ce soit à l'époque hellénistique en Égypte, entre autres, mais également dans l'Antiquité tardive, l'époque paléochrétienne byzantine au Proche-Orient, de nombreux édifices vont être doubles. Ça veut dire qu'on va avoir deux circuits parallèles qui souvent mutualisent les aspects techniques, la chaudière, les foyers, la production de chaleur, mais qui ont deux itinéraires entièrement distincts.
Donc là, les archéologues, les fouilleurs, ont tout de suite plaqué dessus une conception un petit peu moderne d'une séparation stricte des sexes, où on va avoir un circuit pour les hommes, un circuit pour les femmes. Traditionnellement, on a tendance à attribuer aux femmes le circuit le plus petit, le plus modeste, et aux hommes le circuit le plus fastueux. Et la fouille permet parfois de trouver des éléments, des bijoux en particulier, dans les égouts ou les latrines d'un des circuits et pas dans l'autre, où on va dire celui-là c'est celui des femmes, mais c'est pas toujours si simple. Et on voit que ces partitions peuvent en fait correspondre à des bains qui ne sont accessibles qu'à une petite partie, au clergé par exemple dans le cadre de bains monastiques, ou alors à des bains qui fonctionnent les uns en été, les autres en hiver. Et cette partition n'est pas si simple. Et les textes sont pas forcément là pour nous aider. On sait que théoriquement, le bain n'est pas accessible aux deux sexes en même temps. Mais tout au long de l'histoire romaine, en particulier impériale, il y a tellement d'interdictions où un empereur va dire à partir de maintenant les hommes et les femmes n'y vont plus ensemble. Bon, ça montre clairement qu'il y a eu des débordements et que cette partition homme-femme, cette séparation, elle n'a pas été le cas tout le temps. Et à Pompéi, par exemple, les termes suburbains près de la porte marine sont directement associés à l'étage à un lupanar. Donc on voit que si mixité il y a, elle n'est pas non plus forcément une mixité, on va dire, de clientèle. Ça peut être aussi une mixité professionnelle où des prostituées vont venir dans l'édifice pour offrir leurs services parmi d'autres, épilation, massage, etc. Donc l'archéologie ne permet pas toujours de faire cette distinction, sauf quand l'épigraphie vient à notre rescousse. Et là, on a quelques bâtiments, en particulier dans l'Égypte ptolémaïque, où on va avoir un texte qui dit « Cette mosaïque a été livrée pour la rotonde des hommes, une autre pour la rotonde des femmes », ou des textes juridiques, des plaintes par exemple. On a un texte tout à fait croustillant d'une femme qui s'est fait ébouillanter dans sa baignoire par un garçon de bain un petit peu violent, un petit peu indélicat, qui lui a versé de l'eau trop chaude sur le corps. Et là, dans la plainte qu'elle envoie à l'administration ptolémaïque, elle va dire un tel, dans la rotonde des femmes, m'a versé de l'eau beaucoup trop chaude. Nous sommes où avec ce cas de Là, on cette est femme dans le Fayoum, 2e siècle avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant pour revenir sur cette notion de homme-femme, c'est que c'est la rotonde des femmes, mais la personne qui verse de l'eau trop chaude, c'est le garçon de bain. Donc c'est pas une femme. Mais clairement, l'esclave qui sert au bain est en dehors de ces catégories homme-femme, c'est un esclave. Alors que dans notre imaginaire, c'est vrai que dans l'Égypte antique, le bain est souvent, attention, un peu trop tiède. Qu'est-ce que je vais mettre ce soir? Attention, c'est très très tiède. Un cadeau pour la reine des reines. En hommage à la reine des reines, de la part des 3 Gaulois, Panoramix, Obélix et Astérix. Ça, c'est gentil. Je peux l'ouvrir? Oula, c'est tiède. Oh, un gâteau. On le servira au dessert ce soir. Repas intime. 40 danseurs, 80 musiciens et 300 plats simples. Moi aussi, ça me saoule quand il y a trop de monde. Un extrait d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, le film d'Alain Chabat avec Monica Bellucci qui est Cléopâtre. Maurice Sartre, ici c'est toute la limite de l'analyse au-delà de l'archéologie, c'est la pratique. Nous évoquons notamment la présence d'hommes et de femmes dans ces termes. Il peut y avoir des horaires, c'est imaginable ça ? Oui, on pense que dans beaucoup d'établissements de bains, les plus petits, les plus modestes, les termes de village qui sont pas très développés, il y a probablement des horaires pour les femmes, des horaires pour les hommes, plutôt les femmes le matin, plutôt les hommes l'après-midi. On voit que certains termes n'ouvrent en fait pour les hommes qu'au milieu de la journée. Il y a une épigramme de Martial comme ça où il lance à quelqu'un en disant « Bon, si t'as rien à faire, oui, tu peux aller au terme, mais enfin bon, t'as encore 1 heure à attendre avant la 6e heure. 6e heure, c'est le milieu du jour, puisqu'il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, donc à midi. Donc les termes, pour les hommes en tout cas, n'ouvriront qu'à midi, mais tu peux toujours aller attendre à proximité si t'as rien d'autre à faire. Donc, il est vrai que ce qu'on disait au tout début, ces grands termes développés masquent un petit peu la réalité quotidienne de ces petits termes qui vivotent. Mais c'est cette pratique de termes ouverts le matin pour les femmes, l'après-midi, on l'a retrouvée il y a pas si longtemps. Moi, je me souviens d'une petite ville en Turquie, ou un gros village, on va même dire, où il y avait un hammam.
Et les horaires étaient affichés de la même manière. C'était le matin les femmes, l'après-midi les hommes. Mais c'était la même installation. Et ça, faut que l'épigraphie puisse nous aider pour avoir la précision sur l'utilisation de ces termes. Exactement. À part les trouvailles éventuellement de bijoux, il n'y a pas grand-chose qui nous permette de savoir qui se baignait dans les baignoires qu'on fouille. Avec, dans ce monde qui nous intéresse, toutes les catégories sociales. Donc, hommes, femmes, tout le monde, sauf les esclaves. Nous évoquions la nudité qui, normalement, ne masque pas l'appartenance sociale. Quand même un petit peu, hein. Vous avez évoqué, Maurice Sartre, le bronzage. Le bronzage, ça aussi, c'est un signe distinctif. Oui, c'est un signe distinctif, mais je dirais que c'est l'homme de qualité, on va dire, se doit, dans le monde grec, ça vaut surtout dans le monde grec, se doit d'avoir le corps entièrement bronzé, mais pas trop non plus, parce que là, c'est l'esclave, à la limite, qui lui travaille dans les champs. Mais il a aussi des marques de vêtements, parce que l'esclave ne travaille pas nu, évidemment, dans les champs, comme le paysan d'ailleurs. Le paysan est dans la même situation, il travaille vêtu, même si on va dire qu'il est nu parce qu'il n'a pas un costume, etc. Mais il n'est pas nu, en réalité, il travaille au champ, et il aura des marques. Celui qui a le temps de bien cultiver son bronzage, il doit avoir un corps allé, mais pas trop, mais suffisamment quand même pour montrer qu'il entretient son corps. Je crois que cette mixité sociale, elle se déploie en quelque sorte avec toutes les activités qu'il y a dans les thermes. Parce que, encore une fois, il y a le bain, il y a les activités intellectuelles, sportives, amicales. C'est vraiment, puisque votre série est consacrée au lieu de sociabilité, c'est le lieu de sociabilité par excellence, finalement. Parce qu'on peut y avoir toutes les activités de la vie sociale. Et peut-on imaginer que ces termes, et je pense là aux termes impériaux, enfin les plus imposantes, ce qu'on va trouver autour de Rome par exemple, sont complètement pensés pour accueillir comme la société dans son ensemble, dans un cadre fascinant et très agréable pendant quelques moments. Oui, ce qui est sûr, c'est que l'architecture en elle-même est palatiale. On a une débauche de luxe dans les matériaux, dans la composition du plan, dans les technologies de chauffage, d'adduction, d'évacuation, dans la lumière qui est très réfléchie aussi, et dans le décor. Les sols sont d'opus sectilés, mosaïques de marbre ou des mosaïques pariétales, des décors en marbre partout, des sculptures, énormément de statues vont orner les bains. Et ça, c'est même très intéressant. Disons que avec l'évolution de l'Empire et le passage au christianisme, les bains vont même devenir d'une certaine manière les premiers musées. Les statues désacralisées des temples vont, pour leur vertu esthétique, artistique, rejoindre les bains et décorer ces grandes salles qui sont d'un luxe hallucinant. Maurice Sartre, sur ce luxe des termes. Et c'est vrai que quand nous voyons aujourd'hui ce qu'il en reste, on se projette et on se dit mais être là-dedans, petit bonhomme, nu, avec quand même beaucoup de gens autour, ça devait être une expérience à vivre. C'est-à-dire qu'il y a un avant dans la journée et un après. Oui, je crois que ce que disait Thibault est tout à fait juste. Ce sont les vrais palais populaires d'une certaine manière. C'est l'endroit où chacun vit et profite du luxe. Bien sûr, ils vivent dans un cadre où il y a des statues partout. Il y en a en ville partout. Mais là, dans la rue, ils font que passer. Dans les thermes, ils sont chez eux, ils y passent du temps, ils passent 1 heure, 2 heures, ils rencontrent leurs amis, on va voir d'autres activités, on va sans doute revenir là-dessus, mais et donc c'est le palais de chacun, d'une certaine manière. Et on peut insister même sur le contraste qu'il y a entre ce luxe du cadre et la modicité du prix d'entrée. Les bains sont à toutes les époques le billet d'entrée, il est quasiment insignifiant. C'est souvent la plus petite monnaie disponible. Il y a même parfois des gratuités qui sont offertes à titre d'évergésie par des empereurs ou des notables qui vont pour un certain temps, pour une fête, pour offrir la gratuité de l'accès au bain. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne coûte rien, mais qui donne accès à un luxe incroyable. Oui, alors la question dès lors se pose, celle du coût. Parce que construire ces bâtiments formidables, mais enfin si le billet d'entrée n'est pas très cher, ça profite à qui ?
Mais ça coûte, on n'a pas évidemment de budget, on ne peut pas dire combien ont coûté les bains de Caracalla ou de Dioclétien, mais construire déjà des thermes, même privés, ça coûte très très cher. Il y a aussi une épigramme de Martial, je me souviens plus si c'est de Martial ou c'est dans un texte de Juvénal où il dit, non ça doit être de Martial, où il dit, bon tu viens de te construire des bains à 600 000 sesterces, donc ça fait une grosse somme, c'est le prétexte que tu trouves pour plus nous donner des paniers repas, mais moi j'ai faim. Donc c'est pour dire que la construction coûte très très cher pour un particulier. Mais c'est vrai que c'est aussi un des grands lieux de l'évergétisme, parce que comme le disait Thibault, il y a la gratuité, que ça peut être des entrées, ça peut être des distributions d'huile, pourquoi pas d'autres distributions faites à l'occasion de telle ou telle fête. Oui. Lié, là aussi, alors c'est lié au gymnase, c'est-à-dire la partie gymnique de l'ensemble thermal. L'évergétisme, quand les riches donnent de l'argent, mais pour asseoir simplement leur statut social. Mais il y a aussi une vraie distinction qu'il faut refaire entre ces grands bains impériaux, ou ces grands bains de centre-ville extrêmement luxueux, et les bains de quartier, ou les bains de village. Et là, on a une vraie distinction dans le sens où ces petits établissements balnéaires, eux, sont de propriété privée, ouverts au public, mais de propriété privée, et ce sont des immeubles de rendement. C'est vraiment un investissement qu'on va faire, construire un bain pour gagner de l'argent. Donc ça veut dire que le prix d'entrée est modique, mais après, là où on dépense de l'argent, et c'est un système qu'on voit dans beaucoup d'institutions même contemporaines, on ne paye pas grand-chose pour rentrer, mais tous les services sont payants. On va payer en plus pour se faire masser, pour acheter de l'huile, pour avoir des serviettes toutes propres, pour acheter un sandwich à la sortie, et ça, tous ces services-là sont payants, et c'est, j'imagine, là-dessus que les propriétaires de bains, les balnéateurs, vont se faire un peu d'argent. Et il y a toute une économie qui se greffe aux bains, et qui est intéressante. Et d'ailleurs, les bains sont souvent associés à des boutiques. Les bains de centre-ville sont le plus souvent entourés de boutiques, sont associés aux zones commerciales, sont associés à un centre-ville économique, et donc on va avoir vraiment un petit écosystème économique qui fait que même si les bains ne sont pas chers, ça reste un investissement rentable, et ce à toutes les époques. On a toujours, pour revenir à l'Égypte ptolémaïque, où là les papyrus nous permettent d'avoir des chiffres, on a par exemple les comptes d'un grand propriétaire terrien qui a plusieurs établissements thermaux, qui va nous dire cette année, les bains de telle ville du Fayoum ont fait 20 000 entrées. Alors ça veut dire qu'il y a vraiment une fréquentation hallucinante dans des bains qui peuvent accueillir une quarantaine de personnes. Et on sait exactement combien ça a rapporté, combien ça a coûté en combustible, en livraison d'eau. Et c'est vraiment tout un petit montage économique qui est fabuleux. Et c'est là qu'on peut parler peut-être aussi du combustible. C'est une partie importante des coûts couverts par le balnéator. Et il faut chauffer ces bains. Et plus ils sont grands, plus le coût et les dépenses en combustible sont assommants. Oui, parce que c'est tant et tant d'eau à chauffer avec l'eau qu'il faut faire venir. Mais là, un particulier ne peut pas faire venir à lui seul de l'eau jusqu'à son établissement. C'est-à-dire que les pouvoirs, alors qu'ils soient impériaux mais même municipaux, sont de la partie. Oui, pour la construction des aqueducs, par exemple. Alors, ça varie évidemment selon les régions, parce qu'il y a des régions dans l'Empire qui sont quand même plus chaudes que d'autres. Vaut mieux avoir des thermes en Égypte qu'en Germanie, par exemple. Ça coûte moins cher. Bon, enfin, c'est pas sûr d'ailleurs, mais enfin bon, parce que il y a aussi des endroits où il y a des sources chaudes. Ça, c'est un avantage. Et puis, on rentabilise aussi parfois les déchets. Par exemple, on a une loi gymnagarsique qui est liée aussi à des thermes en Macédoine, et où on revend le produit de la raclure. Vous savez qu'après, on s'induit d'huile, de poussière, etc. Puis on se racle avec le strigile, avec de l'eau, etc. Et il y a des gens qui récupèrent ça dans des grands bacs, on laisse reposer. Qu'est-ce qu'on en fait après, on sait pas trop. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a pris à ferme la récupération de ce qu'on appelle le gloios. Donc ce rebut en quelque sorte pour réutiliser peut-être l'huile à autre chose. Ah oui, c'est toute une économie. Donc il y a une économie du bain qui nous échappe en partie, mais on devine en tout cas que ça existe, et il n'y aurait pas autant d'établissements de bains privés si c'était pas un minimum de rentabilité, s'il n'y avait pas un minimum de rentabilité. C'est évident. Une demande. Et ce recyclage des déchets, on le retrouve là aussi à toutes les époques. Ces graisses qu'on récupère à la surface de l'eau, les eaux poisseuses du bain, et effectivement, on sait qu'on récupérait ces résidus qui souvent étaient revendus comme savon très bon marché. Donc d'une propreté limitée, j'imagine. Il y a d'autres sous-produits du bain qui sont revendus, en particulier les cendres.
très utilisés dans la construction. Donc là, il y a un petit revenu sur les déchets. Et un autre élément intéressant, qui est anecdotique peut-être, mais qui montre toute cette économie de recyclage, c'est ce qu'on a mis en évidence à Bosra en Syrie du Sud, dans les grands bains du centre-ville, les thermes du centre, à l'époque byzantine. C'est l'utilisation comme combustible de rejets de boucherie. Avec un collègue, Sébastien Lepetz, qui est archéozoologue, on a fouillé et étudié tous les résidus cendreux d'une des grandes fournaises des bains de Bosra, et ces résidus cendreux sont constitués presque exclusivement de têtes et de pattes de moutons et de chèvres. Et ça veut dire qu'il y avait des accords très clairs commerciaux entre les boucheries du centre-ville et les bains. Et on brûlait tout ce qui était découpé au moment de la préparation bouchère des carcasses. Et effectivement, on chauffait les bains avec ces résidus de boucherie. Donc on voit toute une économie cyclique un petit peu de ces grands édifices. Ah bah, il devait y avoir une petite odeur sympathique. De barbecue. De barbecue, c'est ça, dans ce bain. En fait, c'est une sorte de tri sélectif. Il y a des régions où on sait que c'est la paille. On consomme beaucoup de paille pour chauffer aussi. Oui, et là, c'est un domaine sur lequel il y a eu beaucoup d'évolution ces dernières années, grâce aux archéobotanistes en particulier. On fait parler des cendres que jusqu'à il y a une dizaine d'années, on envoyait à la poubelle, alors que maintenant, on peut retrouver les essences de tout ce qui est brûlé pour chauffer les bains. Et alors, sans grande surprise, dans les régions productrices d'huile d'olive, c'est du noyau d'olive qui fonctionne très bien, combustion lente, qui est parfaite pour alimenter un foyer. Après, il y a beaucoup aussi, dans les petits édifices, de déchets ménagers. On va retrouver les déchets de toute l'agriculture locale, de la paille et du roseau en Égypte énormément. On a aussi des contrats de vente du combustible pour des bains égyptiens autour d'Alexandrie. Donc il y a vraiment toute une économie de ce combustible. Et puis nous avons bien précisé que c'est sur l'ensemble du monde méditerranéen, mais bien au-delà. Et c'est pas du tout la même chose de trouver du bois dans le nord de la Gaule que de trouver du bois en Égypte. Il faut trouver des astuces. Exactement. Et là, je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Maurice, sur la différence peut-être entre un bain en Rhénanie et un autre en Égypte. Et avec un exemple qui, moi, m'a fasciné, on a étudié les bains de Karnak en Égypte. Donc, vraiment, on est dans le sud de l'Égypte. Il y fait très bon en été, on crève de chaud. Mais on voit que les constructeurs ont tenu à ce que le contraste thermique reste fort. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on va pas chauffer le caldarium. Au contraire, il faut que le contraste soit le même que si on était en Rhénanie. Et les dispositifs de chaudière qu'on a mis au jour dans cet édifice sont incroyables. On a une batterie de chaudière à haute flamme extrêmement bien conservée, en briques, avec des systèmes d'hypocauste qui sont dans la démesure et qui devaient être d'une efficacité redoutable. Et je pense qu'on avait très chaud à Karnak et qu'on avait encore plus chaud quand on rentrait dans le caldarium. Hypocauste ? Alors les hypocaustes, c'est le grand dispositif technique qui permet de chauffer les bains à l'époque romaine. Alors je peux rentrer un petit peu dans le détail. C'est un dispositif qui se met en place au début de l'époque romaine. On en parlait avec l'apparition du bain romain milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les premiers prototypes se trouvent à cette époque-là. C'est un chauffage par le sol et par les murs. Ça veut dire que pour chauffer l'eau des bains dans les bains hellénistiques, on avait déjà cette fournaise, ce foyer semi-enterré, surmonté d'une chaudière qui va chauffer dans des grands récipients métalliques l'eau destinée aux baigneurs et aux bassins. Mais cette chaudière, au lieu de partir directement avec une cheminée en toiture, les gaz chauds, les fumées, vont partir sous le sol. Ça veut dire que le sol de ces salles chauffées est surélevé. C'est ce qu'on appelle la suspensura, et c'est un sol surélevé d'une 60aine de centimètres, 80 centimètres, porté par des petites pilettes, des petites colonnettes faites de briques, qui vont permettre cette circulation des gaz chauds de la fumée sous le sol, qui va réchauffer la pièce, et qui va après monter dans les murs, dans des systèmes de murs à double pot, on va dire de tubulures, où les murs sont doublés par un espace vide, qui sont en fait des cheminées qui tapissent tous les murs. Et cette fumée va continuer à réchauffer la pièce, ou à entretenir sa chaleur, y compris par les murs. Et c'est là qu'on voit un petit peu comment les Romains, malgré la taille gigantesque de ces édifices, ont pu chauffer des monuments qui ont un volume dingue. Et pour garder cette chaleur, on a même des systèmes très sophistiqués de double vitrage qui ont été étudiés par Henri Broise au Proche-Orient, mais aussi en Italie, où on a vraiment du verre soufflé sur claustras constitué en véritable double vitrage pour permettre l'arrivée de la lumière, mais garder la chaleur. Et des volets pour protéger la chaleur le soir. On va pas éteindre le bain le soir et le rallumer le matin. Il y a une telle inertie thermique de ces grandes machines qu'il faut conserver la chaleur la nuit. Et dans le même temps, voilà de quoi réchauffer l'ambiance, ce qui en énerve certains. Voici 1000 cris d'hiver qui de toutes parts retentissent autour de moi. J'habite juste au-dessus d'un bain.
Imagine tout ce que le gosier humain peut produire de sons antipathiques à l'oreille. Quand des forts du gymnase s'escriment et battent l'air de leurs bras chargés de plomb, qu'ils soient ou qu'ils feignent d'être à bout de force, je les entends geindre. Et chaque fois que leur souffle longtemps retenu s'échappe, c'est une respiration sifflante et saccadée du mode le plus aigu. Mais qu'un joueur de paume survienne et se mette à compter les points, c'en est fait. Ajoute-y un querelleur, un filou pris sur le fait, un chanteur qui trouve que dans le bain sa voix a plus de charme, puis encore ceux qui font rejaillir avec fracas l'eau du bassin où ils s'élancent. Outre ces gens dont les éclats de voix, à défaut d'autres mérites, sont du moins naturels, figure-toi l'épileur, qui pour mieux provoquer l'attention, pousse par intervalles son glapissement grêle, sans jamais se taire que quand il épile des aisselles et fait crier un patient à sa place. Oui, dans une de ses lettres, Sénèque évoque son mécontentement par rapport à tous ces gens-là. Maurice Sartre, c'est amusant en plus à lire. Faut rappeler le plaisir de lire ces auteurs de l'Antiquité, c'est toujours très drôle. Cette lettre-là à Lucilius, la lettre 56, elle est particulièrement intéressante. Alors, le but n'est pas du tout de décrire des termes. En fait, il veut expliquer que rien ne peut troubler la réflexion du sage, et que le pire des bruits ne lui cause aucun trouble. Alors il décrit le pire trouble qui soit, et c'est un bain. Donc il dit, j'habite au-dessus du bain, et c'est ce qu'on vient d'entendre. Il en rajoute beaucoup d'autres encore, parce que on aurait pu aller un peu plus loin dans la citation. Il dit ensuite, bon, et puis je passe sur les intonations diverses du pâtissier, du charcutier, du confiseur, de tous les brocanteurs qui habitent alentour et qui viennent, comme disait Thibaut tout à l'heure, proposer les sandwichs, parce que ça donne faim, le bain. Bon, donc les bruits sont multiples, mais ce qui est très intéressant dans cette lettre de Sénèque, c'est qu'en quelque sorte, on a un panorama de l'ensemble des activités qui ont lieu dans des termes. Alors, on peut dire il y a les activités liées directement au bain, l'entretien, l'épilation. Alors c'est peut-être une chose qui peut nous paraître étonnante. Les femmes ont l'habitude de l'épilation, les hommes moins quand même, d'une certaine manière. Mais là, curieusement, et ça se retrouve dans d'autres textes, c'est l'épilation des aisselles qui semble la plus douloureuse. Et c'est là que le patient crie, alors que d'habitude c'est celui qui épile qui pousse des petits cris qui gênent le voisinage. Donc les aisselles, et on retrouve ça dans d'autres textes. Et puis il y a les massages. Alors les massages plus ou moins violents, ce que dit Sénèque, on voit bien la différence quand la main tombe à plat, ou quand au contraire on vous donne des coups sur la tranche des mains, probablement pour activer la circulation du sang, etc. Et puis il y a bien sûr le sport. Aux termes sont souvent associés palestre, salle de course, mais il peut y avoir d'autres choses. Salle pour la boxe, l'entraînement à la boxe, pour la lutte, tout ce qu'on voudra. Et donc là, alors, dit le bruit, c'est ceux qui jouent à la balle, qui comptent les points en plus, à haute voix. Bon, si vous habitiez à côté d'un stade, vous sauriez que chaque fois qu'il y a un but, moi j'habite pas très loin du Parc des Princes, j'entends marquer les buts. J'ai jamais vu les buts marqués, mais c'est comme ça. Donc là, il parle de ces activités-là. Mais il y en a encore bien d'autres qu'il n'évoque pas parce qu'elles sont beaucoup plus silencieuses. D'abord, il y a la conversation. On va au terme quand même pour voir ses amis, pour discuter. Ses amis ou ses relations d'affaires. Parce qu'on traite beaucoup d'affaires au terme. On complote dans les coins, si j'ose dire. On combine des affaires entre soi. Et même parfois, on croit être tranquille, mais on n'est pas tranquille. C'est Juvénal qui explique que les maîtres d'école sont très mal payés. Il dit encore, le maître est sommé de répondre à toutes les questions, même quand il est au terme. Oui, jusqu'au bout. Le pauvre gars, il était parti pour être tranquille au terme, et il rencontre des parents d'élèves qui lui posent des questions sur tel ou tel point de grammaire. Donc, on n'est jamais tranquille, en quelque sorte. Oui. C'est comme dans la société, mais
comme si tout le monde était là en même temps. Vous avez dit 2 heures, mais c'est quoi? C'est plutôt l'après-midi, cette histoire. Oui, c'est plutôt avant le repas du soir. Voilà, c'est plutôt comme ça. Dites-nous, Thibaut Fournet, tout ce que nous évoquons ici est quelque chose que l'on peut retrouver avec un schéma qui correspond à l'ensemble du monde gréco-romain? Alors, comme je vous le disais, il y a quelques règles qu'on retrouve partout. Mais déjà, juste pour revenir sur cette lettre incroyable, sur cette description du bain, ça montre à quel point tout ça est très contemporain. On se projette extrêmement facilement dans cette réalité des bains antiques. Et contrairement à beaucoup d'institutions de l'Antiquité, pour lesquelles on doit faire un vrai effort d'imagination pour se retrouver dans un temple païen ou dans des monuments de l'Antiquité, dans le cas des bains, ça nous parle parfaitement. Il suffit d'aller à la piscine municipale, dans un aqualand quelconque, pour entendre les mêmes bruits. Et c'est ce côté vraiment que l'on peut expérimenter nous-mêmes qui me fascine dans l'étude des bains, où on peut fouiller le matin des bains du IIe siècle après Jésus-Christ, et l'après-midi aller à la piscine, ou moi qui ai beaucoup travaillé au Proche-Orient, aller au hammam à Damas par exemple, et retrouver exactement ce qui est décrit dans cette lettre. Et ça c'est fabuleux, de se faire étriller, de se faire masser, d'entendre les gens crier, les gens discuter, les gens grignoter ou boire du thé à la sortie. On peut expérimenter encore cette pratique antique. Et c'est là qu'on voit vraiment que ce qui est présenté ici comme une pratique de l'Antiquité romaine est une pratique intemporelle qu'on continue à expérimenter actuellement. Et après, pour répondre à votre question sur en quoi les vestiges nous permettent de restituer les pratiques, effectivement, il y a énormément de choses, des équipements du bain qui traduisent l'activité qu'on y pratiquait. Alors c'est surtout pour la pratique balnéaire en elle-même, mais les palestres par exemple, on les retrouve en fouille également. Et selon la nature de leur sol, on peut savoir quel type de sport était pratiqué. Après, on a énormément de salles, qu'on appelle souvent les basiliques thermales, qu'on a tendance à présenter comme des salles polyvalentes. Et je pense qu'elles le sont en effet, et que dès l'Antiquité, on y pratiquait aussi bien du sport, à la manière d'un gymnase couvert, mais également des activités culturelles, voire politiques, voire religieuses. C'est aussi des bâtiments qui souvent centre-ville sont très vastes et qui permettent de servir de lieu de rassemblement quand il n'y a pas d'autre espace disponible. Et il y a énormément d'activités ou de moments importants de la vie politique ou sociale de l'Antiquité qui se déroulent dans les bains. Oui, c'est ce dialogue très contemporain, vous l'avez évoqué à l'instant, Thibaut Fournet. Mais dites donc, Maurice Sartre, ça permet de rappeler ce livre, Vers un pays lointain, dialogue sur l'Antiquité avec Jean-Noël Jeannet. Cet ouvrage, mais c'est vrai, c'est issu de Concordance des temps, l'émission le samedi matin de Jean-Noël. Et c'est ce dialogue qui est génial parce que on l'entend, le hammam, c'est l'héritier, en fait, de cette histoire. Absolument. C'est cette continuité. On peut dire que nous, aujourd'hui, dans notre civilisation d'Europe de l'Ouest, c'est l'anomalie, c'est-à-dire que cette culture-là a disparu. Cette culture-là a disparu chez nous, parce que c'est vrai que si vous allez à Aqualand ou même donc dans des complexes balnéaires relativement développés, pas simplement la piscine basique, c'est rare qu'il y ait une bibliothèque ou qu'on y donne des conférences de haut vol. Alors que là, c'est quand même institutionnel. C'est pas dans tous les termes de village, ça va de soi. Mais dans les grands termes impériaux, il y a toujours une bibliothèque, il y a ces salles polyvalentes dont parlait Thibaut tout à l'heure, où les rhéteurs célèbres, des philosophes, des écrivains viennent donner lecture de leurs œuvres, par exemple, ou donner des conférences de rhétorique, de philosophie, etc. Et puis, il y a effectivement beaucoup de salles qui sont indéterminées, et donc on a tendance à dire polyvalentes, et probablement, mais on sait, par exemple, alors là il s'agit d'une installation privée, puis c'est dans une des villas de Pline-le-Jeune, que excusez-moi, c'est pas dans la villa de Pline-le-Jeune, c'est dans les caractères de Théophraste qui l'explique déjà. Je me disais aussi que un riche qui avait fait construire chez lui une salle pour l'entraînement à la boxe et une salle pour l'entraînement à la lutte, les prête pour des conférences mondaines, et il se débrouille toujours pour arriver le dernier, pour que tout le monde dise « voilà le propriétaire ». Donc c'est une manière c'est pour montrer la vanité en quelque sorte. Mais l'historien, il attrape toujours d'autres renseignements utiles que ceux qui étaient prévus au départ. Et donc on voit très bien qu'on peut mettre dans une salle prévue pour l'entraînement à la lutte, et ben tout simplement on réunit des gens, on rajoute des chaises, des fauteuils, des tabourets, je ne sais quoi, et
un rhéteur va faire une conférence là. Et puis, on peut aller à la bibliothèque. Dans les termes de Trajan, on a très bien identifié des exèdres, donc des formes arrondies, des petites salles avec des formes arrondies, et des niches pour les livres, pour les rouleaux. Donc, il y a des bibliothèques. Et puis, adapter la pratique selon le milieu social. On l'entend bien parce que c'est ce que vous évoquiez, Thibaut Fournet, c'est comment chacune s'approprie ces termes avec, pour ceux qui ont beaucoup de travail, on va au terme, mais peut-être pas aussi longtemps que ceux qui ont moins de travail et qui peuvent y passer l'après-midi, suivre les conférences et aller discuter avec les amis. Merci vivement à tous les deux de nous avoir conduits au terme. Non, mais c'est vrai que on comprend. Ça fait du bien, ça détend et en même temps, on apprend. Et c'est tout à fait ces termes antiques, cette émission, le cours de l'histoire sur France Culture. Vous avez été formidable. Merci beaucoup Maurice Sartre. Merci Thibaut Fournet. Merci. Pour nous, il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les catégories raciales ont-elles fabriqué des indigènes? L'exemple de l'Australie. Albert Withers est un aborigène d'Australie né en 1843. Dans la première partie de sa vie, il fut assez bien intégré dans le monde des colons blancs, au point d'épouser une femme européenne avec laquelle il eut plusieurs enfants. Cependant, cette union finit par s'effondrer. Albert quitta sa région et fonda finalement une nouvelle famille en épousant une femme aborigène. Malgré la rareté des documents, l'anthropologue Bastien Bozat a tenté de reconstituer l'histoire de ce personnage dont la vie a été coupée en deux pour montrer l'impact qu'avait eu l'invention des catégories raciales sur les individus. Contrairement aux représentations communes en Australie, le régime binaire, fondé sur une dichotomie rigide séparant les Noirs et les Blancs, n'a pas été mis en place lors des premiers contacts entre les colons européens et les aborigènes. Ce régime racial ne s'est imposé qu'au tournant du XXe siècle, provoquant l'effondrement d'un monde qui était plus souple et plus diversifié. Même s'il ne s'agit pas, ici, de présenter le XIXe siècle comme un âge d'or pour les aborigènes, une partie d'entre eux avait pu acquérir une certaine aisance, ce qui leur avait permis de s'intégrer dans la nouvelle société coloniale. En 1883, la mise en place de l'Aboriginal Protection Board a marqué le début de l'intervention de l'État dans les affaires aborigènes. Au cours des décennies suivantes, cet organisme a pris le contrôle de toutes les réserves aborigènes. Les mesures coercitives, visant notamment à restreindre leurs déplacements ou à leur interdire de consommer de l'alcool, se sont multipliées. La ségrégation scolaire et les restrictions du droit de vote ont aggravé ensuite leur marginalisation. C'est aussi à cette époque que l'existence des catégories intermédiaires qui permettaient de désigner les métis a été remise en cause. Le système de classification raciale qui s'est imposé dans l'Australie du Sud-Est au XXe siècle a donc imposé une frontière rigide entre les individus d'origine aborigène et les autres. À partir de ce moment-là, comme c'était déjà le cas aux États-Unis, il suffisait d'avoir un seul ancêtre aborigène connu pour être classé parmi les Noirs, par opposition avec le reste de la société australienne qui était considérée comme blanche. Bien que les recherches sur ce sujet soient rares, il est évident que ces politiques d'assignation identitaire ont eu des effets importants sur les personnes concernées. Avec l'apparition d'un ordre dichotomique, caractérisé par la mise à l'écart des aborigènes, les parcours des personnes qui, auparavant, faisaient partie des mêmes réseaux sociaux, se sont trouvés de plus en plus différenciés. La double vie d'Albert Withers montre l'impact que la catégorie aborigène a eu sur sa propre expérience vécue. Mais ce processus de catégorisation a affecté aussi le destin de ses descendants. Les enfants et les petits-enfants, nés de son second mariage, ont grandi dans un monde presque exclusivement aborigène et pratiquement aucun contact n'a existé entre les deux branches de sa famille jusqu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Olvec avec aujourd'hui à la technique Dimitri Paz. Émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Copet et Maïwen Guizou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour les archives. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.